Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Qu'en est-il de la nationalité congolaise telle que reprise dans la Constitution de 2006 et quels sont les tares qui sont donc dans cette Constitution? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Face à l'opinion. Je reçois un professionnel du droit, Maître Oscar Moubiaï. Il est avocat au barreau de Lille, une personne qui a une longue carrière d'avocat, qui a plaidé dans plusieurs causes, plusieurs affaires où il a été vraiment très brillant. Une personne qui est habituée avec le droit. Maître Oscar Moubiaï, merci beaucoup de répondre à notre invitation ce jour. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Et je suis heureux de pouvoir répondre à vos questions pour éclairer notre opinion. Tout à fait. Maître Oscar Moubiaï, parlons-nous. On ne va pas parler de votre parcours parce que ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit. Et on vous connaît déjà. Alors, on va commencer par la nationalité congolaise. Que dit la Constitution à propos de la nationalité congolaise? Écoutez, il faut se rapporter à l'article 10 de la Constitution, qui est le siège de la matière en ce qui concerne la nationalité, et que cet article 10 définit deux types de catégories de Congolais. Vous avez les Congolais d'origine, et là la formule est célèbre et connue, toute personne dont les groupes ethniques et territoires constituaient ce qu'est devenu aujourd'hui la RDC. Ceux-là, on les appelle les Congolais d'origine. Et puis, vous avez des personnes qui ont acquis la nationalité congolaise par ce que l'on appelle naturalisation. Ça voudrait dire qu'il n'est pas Congolais d'origine, mais il a choisi le Congo comme pays d'accueil et manifeste un attachement, sollicite de l'administration congolaise d'acquérir la nationalité congolaise, quand bien même il n'en est pas l'origine. Ça veut dire qu'il n'est ni des pères ni des mères congolais, mais par rapport à certains critères que l'administration définit, la personne obtient la nationalité congolaise, ce que l'on appelle une nationalité d'acquisition, par rapport à celle d'origine où l'on est né congolais du fait que l'on a un des parents qui est congolais du fait que l'appartient à groupe ou ethnie ou territoire était ce que est devenu aujourd'hui le Congo. Voilà un peu brièvement, mais la vraie question aujourd'hui par rapport à notre nationalité, c'est cette fameuse question d'être congolais de père et de mère. Ça, c'est une proposition d'un député, mais qui est venu de M. Noël Tchani, qui avait souhaité, avec raison à mon avis, que pour être président de la République, il faut être congolais de père et de mère. Bon, cette proposition n'est pas encore passée, bon, je regrette par rapport à ça, mais j'aurais bien voulu, voilà. Beaucoup ont considéré que, mais à tort, que cette proposition de loi ou projet de loi, ça dépend, selon que ça devient de Tchani qui n'est pas député, ou selon que ça vient de M. Tingui Pouloulou. Et donc, en tout état de cause, certains ont crié au racisme, à l'exxénophobie, et se sont focalisés sur quelques personnes qui ont l'ambition de devenir président de la République pour considérer que ce n'était pas bienvenu et que l'on puisse voter de pareilles lois et que ça présentait une faiblesse parce que ça invitait à ce que la Constitution puisse être révisée. Bon, c'est... Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous appréciez dans cette loi, cette proposition de loi Tchani? Qu'est-ce qui est bien dans cette... Ce qui est bien, c'est qu'on verrouille
l'accès à la présidence de la République. Parce que quand on devient président de la République, on a notre destin entre les mains de celui que nous votons comme président. Ouais. Et que si ce président se trouve partagé avec certaines autres origines, et tant que nous sommes dans une fragilité, et pour ne pas se cacher, aujourd'hui, c'est à l'honneur du président de la République d'avoir désigné notre ennemi, qui n'est autre que le Rwanda. À supposer que nous avons comme voisin le Rwanda, qui est un pays belliqueux, et vous avez un enfant dont le père est congolais et la mère une rwandaise. Et que ce monsieur ou cette dame, rien ne l'empêche à devenir président de la République. Et vous comprendrez que ça nous sera très difficile face à une guerre entre le Rwanda et le Congo. Comment on pourra se positionner vers quel pays son cœur battrait. Vous voyez, ça peut poser difficulté. Tout comme on pourra aussi dire, ça peut être une chance pour empêcher que les deux pays ne s'affrontent, étant donné que la personne aura des origines congolaises et rwandaises. Mais comme nous n'avons pas encore une nation, un État qui a acquis suffisamment de maturité et qui est fragile, nous pensons que ce n'est pas à ce stade que nous devons avoir des personnes douteuses au niveau de la tête du pays. Nous sortons d'une longue parenthèse où nous avons eu des présidents dont l'origine posait problème et qui avaient un doute certain sérieux quant à leur appartenance à la communauté congolaise. Et par conséquent, avec l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, nous sortons de cette parenthèse et que c'est une chance, n'est-ce pas, de ne plus nous replonger dans la même parenthèse à avoir maintenant des gens dont l'origine est douteuse. C'est pour cela, moi, j'estime que cette loi, elle est la bienvenue. Maintenant, est-ce qu'elle ne va pas en contradiction avec ces dispositions de la loi qui dit que pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine? Ça ne va pas en contradiction avec cette loi-là? Non, bon, il n'y a aucune contradiction. Vous savez, il ne faut pas confondre ce qui est prévu dans la Constitution à l'article 10 et les conditions qui sont prévues dans la loi électorale. Une loi électorale peut restreindre les conditions d'accès à certains postes. Il n'y a pas seulement que le poste de président, enfin, le mandat du président de la République, mais il y a aussi l'accès à certaines responsabilités au niveau de la fonction publique, où l'on décide d'aller vers ce que l'on appelle une discrimination positive. Et dans cette discrimination positive, et dans l'intérêt du pays, on peut avoir à restreindre les conditions d'accès ou les renforcer pour empêcher, évidemment, dans le cas de la présidente de la République, que nous puissions nous retrouver face à un président dont les origines sont douteuses. Alors, je ne vois aucun inconvénient à cela. Quand vous prenez la Constitution américaine, pour devenir président des États-Unis, il faut être né sur le territoire américain. Quand on n'est pas né sur le territoire américain et que l'on ne peut pas devenir président des États-Unis, il n'y a rien en discrimination entre ceux qui sont nés hors Amérique et ceux qui sont nés sur l'État, sur le sol américain. Il n'y a aucune discrimination. Donc, la thèse de la discrimination, de xénophobie et consorts, c'est agiter de peur pour rien. Nous devons nous assumer et nous devons être suffisamment nationaliste, pour ne pas peut-être dire national, et pour assurer la protection de notre communauté, de notre nation, et pour l'avenir de nos enfants et de nos arrière-petits-enfants. Donc vous êtes contre que quelqu'un qui soit né d'un des parents étrangers soit président de la République, si je comprends bien. En l'état de la fragilité de notre nation, je suis totalement contre et que je souhaite ardemment qu'il y ait cette loi électorale qui exige que pour être président de la République, il faut être né de père et de mère.
congolais. Et pour ceux qui ont cherché à trouver des faiblesses de cette proposition de loi dans la Constitution, en soutenant que cela violerait l'article 220. Si vous avez la Constitution, vous allez à l'article 220, il est dit qu'il est interdit toute révision constitutionnelle dont l'objectif serait à réduire les droits, les prérogatives des uns et des autres, donc qui serait un objectif discriminatoire. Donc, qui réduirait les droits de la personne. Mais la proposition de loi Tchani, d'abord, n'exige pas, il ne faut pas pour voter cette loi électorale, ça n'appelle pas à ce que l'on révise la Constitution. Non, ça ne rappelle pas qu'on révise la Constitution. Bon, comme le célèbre professeur a toujours dit que tout le monde n'est pas juriste et tout le monde n'est pas constitutionnaliste, vous connaissez la célèbre formule. Donc, vous avez dans ce pays où tout le monde se veut juriste ou constitutionnaliste et qui va sans pour autant accepter les débats contradictoires, qui passe à la télé de manière monolithique et fait des affirmations. Vous en avez eu ici beaucoup qui sont venus vous dire que la proposition de loi Tchani ou l'autre député, Tingui, exigerait la révision constitutionnelle, d'une part, et d'autre part, cette révision serait de nature à porter atteinte aux droits des uns et des autres. Il n'en est rien. Cette proposition de loi n'entraîne pas révision constitutionnelle. Pas du tout. Si vous prenez la discrimination dans la Constitution, oui, quand on a moins de 18 ans, quand on n'est pas donc majeur, on ne peut pas voter, ni encore moins on ne peut pas être élu. Donc, un jeune de 16 ans peut considérer que cela est une discrimination. Donc, une loi entraîne des discriminations dites positives à partir du moment que l'intérêt général l'emporte sur l'intérêt personnel. Et ceux-là qui défendent les intérêts personnels ont cherché à trouver des faiblesses, mais il n'y a aucune faiblesse dans cette disposition, dans cette proposition de loi qui veut que l'on soit des pères et de mères. Il n'y a que ceux qui ne sont pas des pères et des mères qui se sentent vexés et qui souhaiteraient venir diriger le Congo. Mais maintenant, pour sortir de cet argumentaire d'ordre technique, j'ai souvent entendu, avec raison, les Congolais dire « mais eux, pourquoi ils préfèrent venir seulement être président dans le pays de leur père ou de leur mère, pourquoi ils ne vont pas dans d'autres pays ?» Si vous êtes, par exemple, allez, je prends un exemple comme ça, italien, parce que c'est ce qui est souvent revenu. Si vous êtes italien, pourquoi vous ne pouvez pas vous dire ben, vous allez devenir président en Italie, ou vous accrochez à devenir président au Congo? Bon, ça c'est un argument un peu assez subjectif, mais du point de vue de la loi et du point de vue technique des choses, je vous dis que la proposition de loi Tingui n'entraîne pas, contrairement à ce que certains ont soutenu. Sinon, je suis disponible, on peut débattre, on va démontrer par A plus B que cela n'appelait pas la révision constitutionnelle et on n'est pas tenu de réviser la Constitution par rapport à ça. On n'a pas dit qu'on bouge les conditions d'accès à la nationalité, on ne les bouge pas. Ces conditions-là sont prévues à l'article 10 et on ne bouge pas l'article 10. Seulement, on dit, oui, vous êtes Congolais, mais vous êtes Congolais pour ne pas accéder à la présidence. Mais vous pouvez tout faire tout le reste sauf la présidence. D'accord. Merci beaucoup, Maître Oscar. On va prendre un article, on va prendre notre article, article 9. Ouais. Nous sommes maintenant dans l'aspect des articles que nous devons maintenant, que nous sommes censés réviser. Oui. Commençons par l'article 9 de la Constitution. Je vais lire. Oui, allez-y. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais,
ainsi que sous la mer territoriale congolaise et sous le plateau continental. Les modalités de gestion des concessions du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Bon, très bien. Donc, dans ce que je suis d'abord, c'est parmi ceux-là, Ebossembe, le président, dont on est heureux qu'il soit là où il est et l'on souhaite bon vent. Bon, parfois il me dit géniteur de la 4e République. Bon, je suis de ceux-là, je pense qu'il continue à rester dans cet esprit, M. Ebossembe. Nous pensons qu'il faut sortir de la 3e République pour entrer dans la 4e République et cela passerait par une nouvelle constitution parce que, contrairement à ceux-là qui ont applaudi cette constitution de demain pour dire qu'elle était la meilleure, voire même plus que celle des États-Unis, il n'en est rien. Cette constitution, moi, je la considère comme un acte de trahison et qu'il y a bon nombre d'articles, notamment l'article 9, que vous venez d'invoquer, il y a l'article 79, et il y a beaucoup d'articles, je crois que vous en avez là-bas, on va aller article par article. Alors, l'article 9 consacre ce que l'on appelle, c'est ça, toute la trahison réside dans cet article-là. Ça consacre la balkanisation de notre territoire, en ce que, quand vous prenez l'article 9, elle est avec la Constitution de 2006, 18 février 2006, cet article rompt avec la tradition que l'on avait et il ne s'inscrit plus, cet article-là, dans la même veine que toutes les constitutions que nous avons connues qui ont reconnu que les sols et les sous-sols, c'était plus que clair et non discutable, appartient à l'État congolais. On est parti de l'appartenance de notre territoire pour passer à la notion de souveraineté. Alors la nuance est plus capitale. Mais cet article, pour bien le comprendre, il faut en faire une lecture combinée avec l'article 217 de la Constitution, qui dit que l'État congolais peut signer des traités concédant, n'est-ce pas, sa souveraineté, donc cédant une des parties du territoire pour besoin de la paix, et ainsi de suite. Alors, quand on dit 217, article 9 dit que l'État exerce sa souveraineté permanente. Bon, permanente, sous le sol. Une souveraineté doit être toujours permanente. Elle ne peut pas être temporaire. Donc, sous le sol, permanente sur le sol et le sous-sol. OK? Oui. Cela entre en contradiction et rompt. C'est là où il y a la trahison. Rompt notre tradition qui était que, notre tradition constitutionnelle, qui était que les sols, c'est la loi Bakajeka et puis la loi dite foncière, qui était que le sol et le sous-sol, ça appartient à l'État. Donc, on est propriétaire du sol et du sous-sol. Cela voudrait dire que cela n'est pas aliénable. On ne peut pas céder. C'était clair, interdiction formelle de céder. Avec l'article 9, on dit qu'on n'est plus propriétaire, mais l'on devient avec le pouvoir de souveraineté, d'exercer la souveraineté. La nuance, c'est que la propriété ne se perd pas de force. OK? On ne peut pas perdre de force sa propriété. Vous pouvez perdre votre droit de propriété sur certaines conditions, mais en tout état de cause, de manière légale. Mais vous pouvez perdre la souveraineté. Vous voyez la nuance. Si vous n'exercez plus une souveraineté sur un territoire, comme le cas de l'Est aujourd'hui, sur certains territoires occupés par les M23 ou les rebelles, donc c'est criminel de guerre, hein, parce qu'il faut aussi que nous puissions rompre notre silence, comme l'a fait le chef de l'État, et que nos juristes, nous devons relayer cela par rapport à aujourd'hui, commencer à ficeler les dossiers pour poursuivre ces criminels de guerre, n'est-ce pas, qui occupent notre territoire. Et donc, cette partie du territoire occupée par ces rebelles, sans foi ni loi, et
nous n'exerçons plus notre souveraineté sur cette partie du territoire. Et si nous perdons l'exercice de souveraineté sur la partie du territoire, on peut maintenant s'interroger si ce territoire, ça nous appartient encore, au regard de l'article 9, parce qu'on n'exerce pas la souveraineté. Voyez-vous que c'est dangereux. Alors que, si l'on dit que le sol et le sous-sol appartient à l'État, même si les rebelles peuvent momentanément nous prendre possession de ce territoire, nous savons que si nous ne pouvons pas nous-mêmes le récupérer, même nos petits-enfants le feront, le territoire nous appartiendra à jamais. Vous prenez le cas de l'Ukraine aujourd'hui, par rapport à Crimée, l'Ukraine considère que c'est une partie de son territoire, même si le tout-puissant, le monsieur Poutine, a occupé ça de force. Voyez-vous? Donc, quand le territoire vous appartient, vous ne le perdez pas, même s'il y a des voyous qui viennent vous envahir, comme les M23. Alors que la souveraineté, elle, se perd. Et quand vous prenez maintenant plus loin l'article 217, qui vous dit quoi? Que l'on peut accepter de perdre une souveraineté en signant le traité, n'est-ce pas? Et à partir de là, c'est que l'on admet que l'on peut, par un traité, céder notre territoire. Et donc, ils ont trouvé seulement le mot savant et ils ont été les traîtres de la nation, ceux-là qui sont allés à Sam City, confectionner un chiffon comme celui-là que l'on appelle malheureusement Constitution. Et nous espérons qu'aujourd'hui, le président de la République a la légitimité nécessaire parce qu'il y avait un fond, n'est-ce pas, des soupçons qui faisaient que l'on ne pouvait pas réviser la Constitution parce qu'on n'avait pas la confiance dans nos dirigeants d'hier, qui n'avaient pas une légitimité nécessaire et qui n'avaient pas de bonnes intentions. Aujourd'hui, le président de la République a cette légitimité nécessaire pour nous sortir de tout de cette constitution, à mon avis, qui est un acte de trahison. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. Et c'est pour ça, par ailleurs, si je ne me trompe pas, que l'UDPS n'avait pas, lors du référendum, voté ces chiffons et ils avaient totalement raison. Ceux qui disent que c'est une bonne constitution, je ne vois pas une constitution qui peut consacrer l'aliénation du territoire, à moins d'être traître et d'être des RCD, Goma et consorts. Voilà. Par rapport à l'article 9, combiné à l'article 217, ça consacre la balkanisation de notre pays. Donc, je mettrai à votre disposition mon petit ouvrage là-dessus, où je suis en train de faire critique de tous les articles qui sont en contradiction avec l'intérêt du pays, notamment aussi la fameuse question de est-ce que le président de la République a beaucoup plus de pouvoir que le Premier ministre ou pas, tout ça, c'est l'article, je crois, 78 ou 78. Voilà. Si l'on peut avancer, si vous n'avez pas d'autres questions. Merci beaucoup, Maître. Je pense que nous avons eu le plaisir de lire de façon en aparté votre ouvrage. Nous avons eu ce privilège-là. Je pense que très bientôt, vous allez l'exposer au grand public pour qu'il puisse aussi découvrir le contenu de cet ouvrage qui va venir très nécessairement. Que Dieu nous y prête vie. C'est pour quand déjà? Ben, je vous en réserverai la primeur. Merci beaucoup, Maître. Il y a également cet article sur l'état d'urgence, on parle de l'état d'urgence, des décrets de l'état d'urgence. C'est l'article 85 de la Constitution. L'article 85 de la Constitution, que je vais lire. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité territoriale de la nation, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. En quoi cet article fait-il polémique? Non, l'article en soi, l'article 85 ne fait pas polémique. C'est l'article 119. 119. Parce que l'article 85 combiné à l'article. Parce qu'il ne faut pas lire la Constitution comme ça, article par article. Non. La Constitution, c'est tout un esprit.
et que donc c'est toute une architecture de sorte que quand vous bougez, tout l'ossature, ça s'écroule. Donc, il faut dégager l'esprit en lisant de manière combinée les articles. Les articles, oui. Donc, l'article 85 permet, nous en avons connu avec l'épidémie Covid-19, le président de la République, pour la première fois, avait proclamé l'état d'urgence. De ce point de vue, il n'y a aucune difficulté. Sauf que, quand vous allez à l'article 119, on vous dit que le président de la c'est une sortie malheureuse, d'une interprétation encore malheureuse, qui avait été faite par l'ancien président du Sénat, Thabo Mbamba, qui avait considéré, en faisant une lecture que l'on va dire littérale de la Constitution, ça veut dire il a pris la Constitution dans son interprétation de la lettre, mot à mot, sans chercher à comprendre l'esprit. Alors, il avait considéré que pour proclamer l'état d'urgence, le président de la République on devait convoquer les congrès. Ça veut dire les deux chambres, basse et haute, devaient se réunir pour l'état d'urgence. C'est ce qui est dit effectivement à l'article 119. Mais c'est une erreur rédactionnelle parce que si l'article 119, vous pouvez lire l'article 119. À 119, les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour les cas suivants: procédure des révisions constitutionnelles, conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence. Voilà, on peut s'arrêter là. On peut s'arrêter ici. Donc, prenant cette lecture, M. Tamboué, à tort, avait considéré que le président de la République avait violé la Constitution parce que on n'est pas passé par le Congrès. Voyez-vous, ça c'est une lecture littérale, donc il a lu mot à mot. Parce que quand vous allez à l'article 85, que vous pouvez donner l'article 85, oui. qui permet, sur lesquels le président de la République s'était fondé pour proclamer l'état d'urgence, cet article 85 ne renvoie pas à l'article 119. Et donc, il n'y avait pas nécessité de pouvoir convoquer les deux chambres en congrès. Et donc, mais vous comprenez que pour éviter un peu de pareils conflits et confusions, il va falloir un toilettage, n'est-ce pas, de cet article par sortir parmi les causes de convocation du Congrès, sortir l'état d'urgence parce que l'état d'urgence n'exige pas pour sa proclamation la convocation du Congrès. En revanche, par rapport à ça, j'ai toujours regretté jusqu'à ce jour, je l'avais dit, qu'il soit resté impuni, M. Thabo Mbamba et Madame, ce couple, comment on va l'appeler, le couple parlementaire de l'époque, de triste mémoire, le couple Thabo Mbamba et Janine Mabunda, c'est ça, la dame. Ok. Voyez-vous que ces monsieur et dames se sont refusés de voter la loi pour accompagner les mesures prises par le président de la République dans le cadre de son ordonnance afin de protéger les Congolais contre l'épidémie. La loi dit, après avoir pris les mesures par le président de la République, il faut voter une loi parce que l'on ne peut pas amoindrir, on ne peut pas restreindre, n'est-ce pas, les droits des personnes en dehors de la loi. Voyez-vous? C'est pour ça que quand le président prend des mesures, le Parlement vote une loi pour accompagner ces mesures. Ce qu'il n'a pas fait, en violation de la Constitution, M. Tamboué et Madame Janine. En principe, il devait être passible de la haute trahison. Et donc, je propose que, à l'article 165 de la Constitution, qui érige en infraction de haute trahison la violation intentionnelle de la Constitution, je propose qu'on puisse l'élargir si nous maintenons cette Constitution que je considère un acte de trahison de notre pays
Si nous maintenons cela, à ce moment-là, il y a lieu de bouger certains articles en les améliorant, notamment l'article 165 pour élargir, n'est-ce pas, l'infraction de haute trahison, non seulement au président de la République et le Premier ministre, parce qu'aujourd'hui, vous considérez que, enfin, aujourd'hui, c'est limité seulement au président de la République, au Premier ministre, qui seuls peuvent être passibles de la haute trahison. Mais vous venez de constater avec moi que un président du Sénat, comme le président de l'Assemblée nationale, peuvent volontairement violer la Constitution, comme ça a été le cas avec Janine Mabunda et Tambou Mwamba. Madame Janine Mabunda et président Tambou Mwamba, de triste mémoire. Vous voyez-vous qu'ils avaient violé intentionnellement la Constitution, mais alors dans la Constitution, eux, contrairement au président et au Premier ministre, eux ne sont pas passibles de la haute trahison pour violation intentionnelle, alors qu'ils exercent une grande parcelle de pouvoir qui peut entraîner qu'ils peuvent violer intentionnellement la Constitution. À ce moment-là, il faut élargir cet article pour dire, au-delà du président et du Premier ministre, le président du Sénat, comme le président de l'Assemblée, qui refuserait, n'est-ce pas, volontairement, sans raison, parce que l'on n'est pas du même parti politique, par exemple, qui refuserait de convoquer des chambres pour voter des lois, on va considérer qu'ils sont passibles de la haute trahison parce qu'ils auraient violé intentionnellement la Constitution. Et il y a eu cette loi, je crois qu'à ce jour, la place de Mme Janine Mabunda et M. Tambou Mwamba serait le centre de rééducation de Makala. Voilà pourquoi il faut qu'on arrive à modifier ça. C'est que nous conduit aussi à parler de l'article 70. L'article 70 qui a fait polémique pendant un moment. À la fin du mandat du président de la République, l'article dit le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alinéa 2, oui. À la fin de son mandat. Je vous vois venir, ça on va en parler sur le mandat, mais pour rester dans l'ordre de violation intentionnelle de la Constitution, ça serait beaucoup plus l'article 78. Article 78. Parce que l'article 78 a entraîné que M. Iloukamba se soit refusé, à un moment donné, de pouvoir agir comme un Premier ministre, comme un homme d'État, mais il s'est laissé agir comme un membre du parti politique et qu'il faisait la volonté de son ancien mentor, ce que l'on appelle communément comment on appelle ça? Autorité morale. Donc, alors là, ça pose une question où l'on a constaté que le président de la République et son Premier ministre ne partagent plus la même politique quand ils ne sont pas du même bord. Alors qu'à partir de ce moment-là, normalement, ça ne devrait pas poser difficulté parce que quand on ne partage plus la même politique avec le chef de l'État, on démissionne. Mais comme nous n'avons pas cette culture et cette éducation d'élégance, nous avons assisté que l'on peut ne pas partager la même politique avec le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel, et on se camponne à être Premier ministre. Il était de la majorité parlementaire qui n'est pas du camp du président en fonction, et en plus, le chef, les deux partis, les deux tendances politiques se sont mises d'accord pour qu'ils puissent non cohabiter, mais coaliser pour gérer ensemble la chose publique. Bon, coaliser, ça c'est le mot, c'est la cohabitation. Donc, quand le Premier ministre n'est pas de la même famille politique, de la même majorité que le président de la République, il y a cohabitation. Donc, vous avez le Premier ministre qui est issu de l'opposition et le président de la République qui n'a pas la majorité au sein de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. Voilà, parce que nous sommes dans un régime dit semi-parlementaire, n'est-ce pas? Ou semi-présidentiel. Bon. Alors, la différence est que quand vous êtes dans un régime présidentiel, les critères est que il y a une séparation nette de pouvoir. Ça veut dire que le Parlement ne peut pas renverser l'exécutif
et l'exécutif ne peut pas renverser Les législatifs. les législatifs. Voilà. Le chef Donc, de l'État est chef. c'est l'exemple des États-Unis. Donc, vous ne verrez jamais, sauf, Exception. non, pas exception, sauf ce qu'on appelle les impeachments, mais ça veut dire que là, ce n'est pas un mécanisme constitutionnel de régime politique. Ça veut dire quand le président de la République peut être destitué par le Congrès sur une autre procédure qui est beaucoup plus une procédure pénale. Hein? C'est comme vous avez vu Bill Clinton à un moment donné, avec l'affaire de la dame, on peut maintenant appliquer ce qu'on appelle Impeachment. Voilà, mais ça n'a rien à voir pour ne pas s'étendre. Donc là, c'est une politique, un mécanisme autre qui ne définit pas les régimes politiques, en fait. Mais les régimes présidentiels, c'est défini essentiellement par les critères que le président, l'exécutif et les législatifs ne se renversent pas. Alors que dans un régime parlementaire, les deux se renversent. Mais quand ça a été mis en place, c'est ce qu'on appelle arme de dissuasion. Donc c'est comme la bombe atomique, même si on en parle trop actuellement, c'est fait pour la dissuasion et non pas pour en user. Et donc, malheureusement, quand on n'est pas dans une culture où on a une maturité politique, l'on peut maintenant assister à l'instabilité politique où, parce qu'on n'a pas la majorité, le Premier ministre se verra renversé par le Parlement. Alors, c'est pour cela qu'il est dit dans la Constitution que le président de la République, n'est-ce pas, choisit le Premier ministre dans les camps de la majorité parlementaire. Oui. Bon, il y a un débat qui s'est posé ici pour dire, quand on dit majorité, pour être Premier ministre, faut-il être nécessairement député parce qu'on parle de majorité parlementaire? Bon, c'est un débat inutile. Quand on parle de majorité, on ne voit pas nécessairement les députés, mais on voit par rapport à la majorité qui est au Parlement. Et puis on peut prendre un Premier ministre qui n'est pas nécessairement un député. Mais Voilà. qu'est-ce que vous suggérez dans ce cas-ci? Il faudrait que nous allions au système présidentiel ou qu'on puisse rester au parlementaire? Notre régime actuel n'est pas adapté à notre mentalité. Nous pensons que le régime présidentiel convient mieux à notre mentalité. Simplement, le régime présidentiel. Pourquoi? Parce que, sauf que tout le régime présidentiel, dans l'ancien temps, sous la Deuxième République, donc avant la guerre froide, l'on avait peur, n'est-ce pas, qu'en mettant en place le régime présidentiel, qu'il dégénère en ce qu'on appelle le présidentialisme. Donc, qu'on aille vers la dictature. Parce que le président peut confondre le régime présidentiel comme tout pouvoir corrompt. Il peut confondre le régime présidentiel qui va devenir un régime présidentialiste parce que ça n'appliquera pas les mêmes mécanismes et donc il sera le tout-puissant et nous risquons de retomber dans ce qu'on a appelé la dictature mobusienne. Mais aujourd'hui, je crois que les choses ont suffisamment évolué pour que nous puissions expérimenter le régime présidentiel qui convient bien à notre culture et à notre mentalité, que le régime dit semi-parlementaire, ou semi-présidentiel. Ce régime semi-présidentiel, c'est la photocopie conforme, n'est-ce pas, de la Constitution de 58, la Constitution française. Mais dans son application, nous en sommes encore ce que était en France ce qu'on appelle la Troisième République, où il y avait l'instabilité institutionnelle. Vous avez, n'est-ce pas, quand vous n'avez pas la majorité, et finalement, il y a le Parlement qui ne peut pas accompagner, n'est-ce pas, la politique du président de la République, qui n'est pas du même parti ou du même camp que la majorité, parce que tout simplement, nous n'avons pas encore une race et une génération de ce que l'on appelle hommes d'État qui peuvent arriver à voter non pas par rapport à leur tendance politique, mais par rapport au bien du pays. Quand vous prenez par exemple la réforme constitutionnelle initiée par M. Sarkozy, c'est passé d'une seule voix d'un socialiste qui est M. Jacques Lang. Quand vous prenez le fonctionnement des systèmes américains, vous verrez que parfois
le républicain vote les réformes des démocrates ou inversement les démocrates votent républicains dans l'intérêt du pays. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, pour revenir à ce que l'on est en train de dire, voyez-vous que nous avons eu le Premier ministre Ilokamba qui ne partageait pas la vision du chef de l'État et qui, au lieu de démissionner, parce que dans des pays de haute civilisation, quand vous ne partagez plus la même politique que le chef de l'État, vous démissionnez. Mais chez nous, il ne l'a pas fait. On est en train Donc, de... voilà. Oui, mais ici, il n'a pas démissionné. La même majorité parlementaire devrait dicter un autre chef du gouvernement ou devait proposer au chef de l'État un autre chef du gouvernement pour qu'il puisse avec lui, diriger avec lui. Non, ben écoutez... Parce que la majorité parlementaire était acquise à la famille du Premier ministre. Non, dans cela, il n'y a pas si. Vous ne conduisez pas le pays avec vos humeurs. Vous devez, et ces lois-là ont été prévues pour les gens d'une haute éducation. Ce n'est pas fait, on n'arrive pas au sommet de l'État sans avoir été faire preuve d'une bonne éducation. Donc, vous devez être homme d'État. Quand vous ne partagez pas, c'est pour ça que ça a été fait, vous devez démissionner. Et donc, ceux qui ont considéré que le président de la République avait moins de pouvoir que le Premier ministre, ils se sont trompés parce que dans notre constitution qui est sous modèle français, le président de la République est celui qu'on appelle la clé de voûte du régime. Donc, le président de la République, c'est lui qui a été élu au suffrage universel, c'est lui qui est le chef de l'État, comme on le dit, et le Premier ministre qui ne partage plus sa vision est tenu de démissionner. Mais comme on n'a pas cette culture et cette élégance, et d'ailleurs, pour la France, il est dit que le président de Gaulle faisait signer à ses premiers ministres, avant d'entrer en fonction, dès le début, il leur faisait signer des lettres de démission. Et je conseille au président de la République que quand il désigne le Premier ministre, celui-ci signe en avance une lettre de démission, de sorte que ça ne pose pas difficulté et que ça ne bloque pas les mécanismes à mi-chemin. Merci beaucoup, Maître Oscar. Alors, on nous reste... Vous parlez de l'article 70, c'est ça? Tout à fait. Très rapidement, l'article 70, c'est celui qui dit que, à la fin de son mandat, n'est-ce pas, la question est de savoir qu'en est-il s'il n'y a pas élection. C'est ça la vraie question. Voilà. Mais la question a déjà été résolue. Et alors, il ne faudra pas que il ne faut pas que notre opinion se laisse emporter par les vendeurs, n'est-ce pas, d'illusions, pour leur dire qu'arrivé tel jour à minuit, le pouvoir de Félix est terminé. Non. S'il n'y a pas élection, on n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas élection. S'il n'y a pas élection, il y a une jurisprudence claire et nette de la Cour constitutionnelle qui dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de prise. Il n'y a pas de délai limite par rapport à ça. Non, mais on doit organiser les élections, c'est un principe. Mais si les élections ne sont pas organisées, il n'y a pas de crise politique. Mais nous demandons que les élections soient organisées dans un délai constitutionnel, à tout le moins dans un délai raisonnable. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Maître Oscar Moudiaï, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Mais on va quand même conclure avec vous, justement. Quand est-ce que vous pensez que cette réforme doit être faite? Au cours de ce mandat ou si... nous sommes à un an des élections. Les élections, ce n'est pas conseillé, mais je conseille que le président de la République, comme ça sera son deuxième mandat... C'est une évidence. Bon, moi je ne sais pas si c'est une évidence, c'est un souhait. C'est un souhait. Parce que s'il a un deuxième mandat, à ce moment-là, il peut mettre en place ces réformes parce qu'il n'aura plus qu'un troisième mandat, comme on entend dire pour Kabila, même s'il est, parce qu'on dit il faut qu'il décède et qu'il ressuscite. Non, même s'il décède et qu'il ressuscite, il ne peut pas faire le troisième mandat, même s'il ressuscite. Mais, donc, je pense que le président a d'abord la légitimité et s'il est à son deuxième mandat, il peut maintenant initier, non pas une révision constitutionnelle, mais une modification constitutionnelle. Il peut battre sa campagne sur la sortie de la Troisième République vers la Quatrième République. À ce moment-là, on quittera cette constitution des traîtres, donc des belligérants, pour entrer dans une constitution des enfants du pays et mettre notre pays sur le rail. Et voilà pourquoi nous pensons que le président peut inscrire ça dans son programme d'action. En tout cas, nous les lui conseillons de sortir de la Troisième République pour la Quatrième République. Tout à fait. Mais vous acceptez aussi
de faire débat avec ceux qui n'ont. Je vais toujours appeler les débats, appeler tout constitutionnaliste que vous voulez. S'il vient me contredire, c'est la science, on n'en a pas le monopole, mais je pense que moi, je suis ouvert au débat. Merci beaucoup, Maître Oscar Moudiaye. Je pense qu'on prend rendez-vous, peut-être avec un autre constitutionnaliste ou notre juriste, pour que vous puissiez justement faire Que je sois ici ou que je sois en France, vous m'invitez, je prendrai mon avion pour ce débat-là. Merci beaucoup, Maître. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup aussi à vous, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, il souhaite en tout cas que cette constitution, que certains articles soient révisés pour que ce pays puisse reprendre son chemin. Il considère cette constitution comme étant une constitution de traîtres, de ceux qui ont trahi ce pays, des belligérants. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Portez-vous bien. On se retrouve donc prochainement avec un autre invité dans Face à l'opinion.